Bonjour et bienvenue dans Laissez parler les huîtres pour un nouvel épisode des cabanes des créateurs. Et je vous propose dans cet épisode de rencontrer Carole. Carole est un personnage des cabanes des créateurs. Si vous ne la connaissez pas déjà, je vous invite à découvrir tout de suite son univers fascinant du verre. Moi c'est Carole, je travaille le verre. Je suis verrier en plaques. Donc, verrier en plaques, on dit ? Ouais, en fait non, on dit pas ça, on dit vitrailliste parce que je fais du vitrail, mais je fais pas que du vitrail, je fais d'autres choses autour du verre. Et la particularité du verrier en plaques, c'est travailler le verre à froid en fait. C'est donc un peu comme Jean-Mi du coup. C'est carrément ça, parce que Jean-Mi et moi, on a exactement la même plaque de verre. Ouais. Et alors ça me fait toujours rire. C'est qu'en fait, on a deux façons de l'aborder. Donc tu peux mettre la matière dans n'importe quelle main. Chaque créateur t'apportera un truc. Ouais, c'est ça qui est génial. Moi, c'est ce que je découvre en fait là en te rencontrant toi. C'est en fait c'est la même matière sur laquelle vous partez avec Jean-Mi, mais alors pas le même univers. Oui, et puis pas le même résultat du tout non plus, parce qu'on va pas aborder la matière de la même façon. Ouais. Donc moi, je t'explique. Le verrier en plaque, on achète les plaques de verre, elles sont déjà teintées. Alors pour la petite info, une plaque de verre, ça coûte extrêmement cher depuis très longtemps, parce qu'en fait, les procédés pour teinter le verre dans la masse sont restés les mêmes qu'au Moyen-Âge. C'est-à-dire que pour du rouge, ils ont besoin d'oxyde d'or, pour le jaune, d'oxyde d'argent. Donc l'orange a les deux. Donc une plaque de verre, ça coûte un bras. Je t'explique aussi, dans mon atelier, je vais travailler deux choses. Le vitrail, mais pas au plomb, à l'étain, je t'expliquerai. Et je fais la fusion. Donc la fusion, on va commencer par là. Je vais découper le verre, je vais le mettre en forme, je vais décorer et superposer les morceaux. Ok. Et tu découpes avec quoi le verre ? Avec un coupe-verre. Avec un coupe-verre, simplement. Ça, c'est la Rolls, c'est du coupe-verre. Parce que contrairement au vitrier, j'ai la tête pivotante. C'est une direction assistée. Ça paraît pas, mais c'est très, très important. Pour découper le verre, tu prends un coupe-verre. Donc, je vais découper avec le coupe-verre. Ensuite, je mets au four, donc sur un lit de plâtre, et je vais cuire à peu près à 800 degrés. Sur un lit de plâtre ? Ouais. Okay. Alors, le lit de plâtre, il me sert en fait de séparateur. Le fond d'un four, ça s'appelle la sole. Et pour éviter au verre de coller au fond du four, il lui faut un séparateur. Et dans notre corporation, les séparateurs sont plutôt pas toxiques, mais hautement toxiques. Et puis super chers. Okay. Et du coup, vu que je suis un peu écolo sur les bords, et puis j'aime bien l'économie aussi, j'ai acheté un paquet de plâtre de 5 kilos. Ça fait 10 ans que je l'ai, et puis tout va bien. Et c'est une technique qui fonctionne très bien. Bah ouais, carrément. C'est toi qui l'as mis en place ? Non, pas du tout, non. Ça aurait pu. Énormément de qualités, mais je ne les ai pas toutes. J'en laisse aux autres, c'est normal. Et donc ça, c'est un four qui est fait pour le verre. Voilà, en fait, la particularité des fours de verrier, contrairement aux fours de potier, c'est des gaufriers géants. C'est-à-dire que toutes les résistances sont sur le dessus et je referme le four. Parce que quand tu travailles avec une plaque de verre, il faut répartir la chaleur sur toute la plaque uniformément. Les fours de potier auront les résistances sur le côté, donc moi le verre il ne va pas fusionner de la même façon s'il est au milieu ou s'il est à côté des résistances. Donc là tu assembles tes morceaux et tu les fais chauffer pour qu'ils s'unissent entre. Exactement, du coup à la fin tu n'as plus qu'un seul bloc de verre. Ok, mais ça fond pas alors ? C'est quoi comment le verre il s'associe parce que tes morceaux ne sont pas, leur forme ne bouge pas, mais ils sont assemblés. En fait, à haute température, le verre est à l'état semi-liquide. Et en fait, en refroidissant, ils vont tous se souder les uns aux autres. En fait, la fusion ne se fait pas par rapport à la chaleur, mais par rapport au refroidissement. C'est malin ! Qu'est-ce que tu fais avec ce verre ? Alors avec la fusion, je veux faire ou de l'utilitaire, mais surtout de la déco. Et mon domaine, c'est surtout le vitrail à l'étain. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Parce qu'en fait, on va dire qu'il y a le vitrail au plomb, c'est ce qu'on connaît depuis le XIIIe siècle. On est le meilleur pays au monde d'ailleurs qui excelle dans cette discipline et qui a la plus grande surface de vitrail. En fait, moi je fais surtout du vitrail, mais du vitrail à l'étain. Alors je t'explique, il y a deux façons essentielles de faire du vitrail. Il y a la technique au plomb et la technique à l'étain, dite Tiffany. Alors Tiffany, pourquoi ? Parce que c'est le fils du plus grand joaillier new-yorkais.
Tiffany, c'est le créateur des fameuses lampes Tiffany. Donc cet Américain a révolutionné l'art du vitrail en créant un vitrail plus léger que du plomb, plus fin visuellement, plus robuste, permettant de travailler le volume, moins cher et déplaçable à volonté. Donc là, ça fait 5 gros mots dans la même phrase. Depuis l'époque Art Nouveau, on est quasiment le seul pays au monde qui va pas le reconnaître comme un métier. En fait, c'est vu comme du loisir créatif, du faux vitrail ou une sous-discipline du plomb. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous sommes réfractaires au changement et conservateurs. Parce que chez nous, l'art est réservé à l'élite. Et que, vu que nous sommes les meilleurs au plomb depuis le XIIIe siècle et nous excellons dans cette discipline, nous avons la plus grande surface de vitrail au monde et les meilleurs ateliers. Donc, je dirais, quand on est les meilleurs boulangers au monde, c'est pas un maudit américain sans histoire de l'Europe qui donnera des leçons de pâtisserie. Donc là, du coup, quand tu parles de la différence vitrail à l'étain, vitrail au plomb, pour que ce soit clair, parce que moi, quand tu as commencé à m'en parler, qui connaît rien, je me disais pourquoi il y a du plomb et de l'étain là-dedans, mais en fait, c'est comment sont reliées les différentes vitres. Apportez l'image et vous allez comprendre. En fait, un vitrail dans la cathédrale de Chartres, c'est 350 000 € un seul panneau. Alors, on peut dire un art réservé à l'aristocratie ou l'Église, il ne faut pas se leurrer. C'est dû à 2 raisons principales. C'est que la première, c'est le prix de la matière première. Je ne sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure, mais il faut de l'or pour faire le rouge, du jaune pour faire l'argent. La matière première coûte un bras, mais surtout le plomb, c'est malléable. Du coup, il faut le mettre dans un châssis et faire du sur-mesure. Sinon, le plomb va travailler, déchausser le verre. Donc, le sur-mesure au prix de la matière première, ça restreint un petit peu le budget pour monsieur et madame tout le monde, c'est peut-être moins évident. Et à l'époque de Tiffany, eh bien, on est dans l'époque Art Nouveau. Donc, on a Mucha, Lalique, Gallet, Toulouse-Lautrec, mais on a surtout 45% de vitraillistes qui vont déposer le bilan parce qu'on ne fournit plus de rails de plomb. Il est réservé à l'armement. On prépare la Première Guerre mondiale et c'est la prohibition chez les ricains. Voilà cette époque. Donc Tiffany, eh bien, il va surfer sur la vague parce que c'est aussi la bourgeoisie qui s'ouvre au privilège des riches avec le prêt-à-porter, la samaritaine. Du coup, il va créer ce premier vitrail qui sera accessible à la bourgeoisie. Donc voilà comment on va faire la différence de montage. Pour le plomb, il y a toujours un espace entre chaque morceau de verre pour faire passer le rail de plomb. Ok ? Alors que pour le Tiffany, il n'y aura aucun écart. Il faut monter chaque morceau rigoureusement bord à bord. Donc pour ça, je vais découper chaque feuille de verre avec un coupe-verre. Je vais utiliser une meule pour ajuster rigoureusement chaque morceau à l'autre. Une fois que c'est fait, je vais sertir chaque morceau avec un ruban de cuivre et je rabats des 2 côtés du verre le cuivre qui dépasse. Après, c'est monté comme un circuit imprimé en fait. Une fois que c'est serti au cuivre, je prends un fer à souder, une baguette d'étain et je vais souder des 2 côtés et sur la tranche. C'est pour ça qu'il va être beaucoup plus robuste et qui ne nécessitera plus de sur-mesure. Du coup, on peut déménager avec, on le change de place, on le met où on veut. Tu peux en faire des puzzles en fait. De toute façon, un vitrail, qu'il soit au plomb ou à l'étain, c'est un puzzle de verre. C'est pour ça que c'est important de numéroter les pièces. Sinon, c'est un puzzle Ravensburger, tu galères à mort. Il y en a qui ont essayé. Mais avec ton cuivre, c'est quoi une petite baguette en cuivre que tu... Un ruban de cuivre. Monsieur Scott, je ne sais plus son vrai nom, mais en 1925, il a découvert le ruban adhésif. Du coup, le ruban de cuivre, il est autocollant depuis 1925. Jusqu'en 1924, il fallait un pinceau avec de la colle. Et bim, bim, ils en mettaient sur toute la tranche. Boum, boum. Et le Tiffany, on ne l'utilise pas dans les églises, on ne va pas faire tous les édifices religieux avec cette technique, parce que tu vois, elle est beaucoup plus précise, donc forcément 4 fois plus longue à monter. Ouais. Un oiseau, ça me prend 2 heures de travail après 20 ans de pratique. Donc franchement, les restaurations de Première Guerre ne seraient pas achevées. Et toi, tu as été dans les vitraux de base ou comment tu t'es retrouvée là ? Il y a toujours eu des métiers atypiques dans ma famille. J'avais un oncle qui était dans la musique, j'ai 3 oncles qui sont joailliers, j'ai une mère qui bossait chez Rolex. Et puis je voulais pas faire le même métier que les autres. Et puis j'ai cherché plein de matières, en fait, elles me parlaient toutes.
Donc en attendant, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait un job alimentaire. Je suis tombée par hasard sur le musée du vitrail et là tout de suite, dès que j'ai vu les outils, j'ai senti une émotion là. Et je me suis dit, waouh, j'ai trouvé le truc et du coup tout s'est enquillé par magie. Quand j'ai vu cette matière, c'est la seule où je peux passer au travers, quoi. Ce reflet, c'est comment dire, c'est de la grâce, quoi. Quand tu tombes sur un reflet parce que tu as le bon alignement planétaire qui fait que ce petit rouge, il arrive sur la poignée de porte, la seule fois qui va passer et que ce jour-là, toi en plus, t'es là dans le couloir et que tu le vois, tu fais waouh, ah, tu vois, et ça, c'est une magie. Je trouve que le vitrail, c'est hyper vivant. C'est fantastique. Et j'adore l'idée de créer des trucs où finalement, c'est vraiment les gens qui vont avoir des coups de cœur, qui vont se l'approprier, qui vont créer cette histoire d'amour. Moi, je vais être juste là pour le faire naître. Je vais prêter mes mains pour ça. Et puis mon cœur. Ça, c'est un beau message que nous livre Carole. Alors j'espère que cet épisode vous aura donné envie de rencontrer Carole. En tout cas, n'hésitez pas à lui rendre visite. Je suis sûre qu'elle aura toujours une petite blague ou un petit mot pour vous accueillir. Et en attendant, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Laissez parler les huîtres. À très vite. On va laisser parler les huîtres.